Ben voilà, le programme est un petit peu bousculé avec ce match qui a duré du côté de Lyon. Lyon qui a assuré son maintien sur cette décision. On va y revenir. Victoire 20-14. On est avec Johan Huget que l'on salue. Johan qui est avec nous en direct, bien sûr, au cœur de la mêlée. Philippe Spanghero est là. Mais salut Philippe, comment ça va ? Salut François, bonsoir à tous. Ça va, on a vécu encore une belle journée de top 14 pour l'instant. Voilà, un petit peu dans le ton de celle qu'on a vécue hier en Pro D2, de la belle soirée, cette dernière journée de phase régulière sur laquelle on reviendra à partir de 19h30. Jacques Delmas, Julien Tastet, l'entraîneur de Jacques Delmas, entraîneur de Provence Rugby, et Julien Tastet, entraîneur du Stade Montois, qui seront avec nous en direct sur Sud Radio. On va bien sûr tout d'abord récapituler tous les résultats avec Alexandre quand même, parce qu'il s'est passé des choses et notamment, donc je le disais, la victoire du Loup face au Racing. Ouais, la victoire du Loup 20-14, une victoire rocambolesque, une fin de match folle à la 86e minute de jeu, et donc cette victoire 20-14 des Lyonnais face au Loup Rugby, un essai de Couillou contre deux essais franciliens marqués par Méliande et Le Garec. Toulon s'est imposé à l'extérieur sur la pelouse d'Oyonnax, 2 essais à 2 dans cette partie, 27-17 dans cette rencontre du côté de Charles Maton. Le succès à domicile de Clermont face à Castres, 36-20, succès bonifié pour l'équipe clermontoise, et puis la victoire à l'arraché de Bayonne face à Perpignan, 23-20, point de bonus défensif pour les joueurs de l'USAP. Au classement, eh bien les grands enseignements, c'est que Montpellier sera barragiste. Puisque les Montpelliérains se sont inclinés en début de journée face aux Toulousains 22-29, et que dans le même temps Bayonne et Lyon se sont imposés. On a donc 40 points pour Montpellier, c'est 11 de moins que Lyon et 12 de moins que Bayonne. Et puis dans la bataille pour le top 6, Clermont revient à hauteur de Pau, 55 points, 1 point derrière La Rochelle, 56 unités, le Racing 92 à 58 points. Le top 4 a pris une longueur d'avance avec Toulon qui a 63 points, le même nombre que Bordeaux qui jouera demain. Ouais, Clermont 56 points, on est d'accord, 7ème, Pau 55. Moi j'ai 55. Points. Non, 56, ils ont pris le bonus offensif aujourd'hui. 56 exactement. Voilà, j'ai mis à jour et ça a fonctionné. Voilà, tout à fait. Les mises à jour sont toujours importantes. Aussi l'impression de Johan Huget quand même. Qu'est-ce que tu retiens de ce multi ? On va parler un petit peu plus tard dans une dizaine de minutes de Montpellier face à Toulouse et du cas de Montpellier. Mais quand même, ce multi, l'information c'est quoi ? C'est le maintien de Bayonne et de Lyon ? Et la défaite du Racing du coup, qui met sa place dans les 6 très provisoire, parce qu'ils ont un calendrier, je pense c'est l'un des plus compliqués, avec ils vont recevoir Pau, un déplacement à La Rochelle sur les 2 dernières journées, donc ils ont clairement grillé un joker aujourd'hui. Ouais, ballottage défavorable pour les Racingmen. Philippe Spanghero, c'est ça l'information pour toi aussi de ce multi, c'est le Racing qui met sa qualif en péril ? Il y en a 2, il y a celle-ci bien sûr, parce qu'on en a parlé déjà hier soir, et je disais que dans ce top 6, pour moi, l'équipe la plus en danger par rapport à la dynamique depuis la phase retour, c'était cette équipe du Racing, s'il gagnait pas aujourd'hui sur la pelouse du Loup. Donc bien sûr on est d'accord, et puis ensuite bien sûr le maintien assuré de Bayonne et du Loup, et particulièrement de Bayonne, avec une fin de match un peu irrespirable du côté de Jean Daugé, où les Bayonnais nous avaient habitués à être quand même maîtres à domicile et à maîtriser les fins de match, et là on reparlera, je pense, encore dans un petit moment du caractère catalan. Oui, bien sûr, le maintien assuré aussi pour les Catalans, 54 points. Et on se souvient, messieurs, notamment de Mathieu Acebes, qui nous avait parlé dans Au cœur de la mêlée un lundi soir de sa... on va dire du traumatisme de ces matchs de maintien, de ces barrages, de ces fins de saison toujours au forceps. On imagine que ce soir il va y avoir de la joie, lui qui a inscrit un essai sur la pelouse de Jean Daugé. Son club de cœur. Son club de cœur, effectivement, lui de Tarnos. Bon, il est né à Bayonne d'ailleurs, je crois. Ouais, tout à fait, mais souvent on est à Bayonne dans cette région. Il n'y a pas d'hôpital à Tarnos. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est effectivement cette fragilité du Racing, 2 défaites consécutives. Il y a eu un fait de jeu la semaine dernière, un carton rouge d'entrée de match qui avait quand même bouleversé le match, qui avait été délocalisé à Auxerre. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est un manque de... On a vu souvent les joueurs qui n'ont pas respecté les consignes d'aller chercher les points, notamment pour un point de bonus défensif. Oui, après ils peuvent choisir et être responsables, mais ils essaient une fois
Et la deuxième fois, il faut prendre les points. À ce niveau-là de la compétition, chaque point est important. On le voit avec Clermont qui prend le bonus offensif, qui leur permet d'espérer et de croire à une éventuelle qualification. Eux, aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de se dire on va prendre un essai, on est sûr de nos forces. Aujourd'hui, ils sont sûrs de rien. Parce que après la défaite contre Bayonne, on s'attendait à une réaction d'orgueil du Racing. Ils se rendent pas compte qu'ils sont en difficulté. En fait, je crois que les Franciliens, ils se voient trop beaux. C'est surtout ça le problème. Là, dans cette équipe du Racing 92, t'as quand même plein de leaders, de joueurs expérimentés. Cameron Woki, Sia Colissi. Sur le terrain, il y a Gaël Ficou. À ce moment-là du match, il y a Nolan Le Garrey qui quand même prend de l'expérience. Il y en a pas un qui dit non les gars, on prend les points, arrêtons les conneries. Peut-être qu'ils se sentent sûrs de leur force à ce moment-là, qu'ils sont dans une situation positive et dans une période positive, mais la réalité c'est qu'ils maîtrisent pas leur sujet. C'est ça la réalité. Ouais, Philippe, sur ce point-là, on va dire ce choix-là à répétition, faute professionnelle ou pas? Ouais, pour moi, faute professionnelle, parce que dans les têtes, c'est trop important. Il faut convertir ces temps forts. On a vu la fébrilité quand même du Racing dans la deuxième période. Ils ont monopolisé le ballon sur une partie de cette deuxième période avec beaucoup de fébrilité. Avant l'essai de Logarec sur touche, il y a 10-15 minutes de temps fort où ils arrivent à tenir le ballon. Ça, on peut pas leur reprocher, mais ils sont jamais dangereux, ils font jamais de différence. Et donc, à partir de là, quand tu vois que tu t'épuises avec le ballon et que t'as pas de solution, pour les têtes, c'est trop important. Il faut prendre les points quand ils se présentent. La première mi-temps, il y a c'est néant côté Racing, mis à part TC qui peut être litigieux et qui doit pas être accepté parce qu'il a le bras en touche. Mais il y a rien. Ouais. Je suis étonné parce que vous m'avez parlé du Racing, mais quand même Toulon aujourd'hui, ils ont en l'emportant certes sans bonus, mais avec une pénalité gigantesque de Jaminet de plus de 60 mètres, 27-17 donc à Oyonnax. Toulon quand même est à 64 points, troisième à ce moment-là de la journée devant l'UBB. Est-ce que Toulon a assuré sa place dans le top 6? Toulon 25e journée recevra Clermont, 26e journée se déplacera au Stade Français. Johan. Oui, clairement, c'est l'équipe aujourd'hui qui, grâce au retour de Baptiste Serin, a retrouvé confiance en son jeu, confiance en son collectif. Et aujourd'hui, ils sont sur une bonne dynamique, ils sont sur une dynamique positive, on se régale à les voir jouer. Et aujourd'hui, ils vont recevoir Clermont, s'ils peuvent valider leur ticket en les battant. Donc, ils ont toutes les cartes entre leurs mains. Autant pour moi, 63 points. Ils ont eu 64 points une bonne partie du match, mais 63 points à égalité avec l'UBB. Voilà, mais ils vont être... après, dans l'ordre, on ne sait pas, mais ils seront dans les 6. Ils seront dans les 6, Philippe. Une stat. Ouais. Toulon, seulement 6 fautes à l'extérieur. C'est un très très joli total. C'est très peu de fautes. Belle discipline de la part des Toulonnais. Philippe Spanghero. Pour moi, ils seront même dans les 4. Pour moi, ils vont recevoir en barrage. Ça fait partie de ces équipes qui font pas beaucoup de bruit parce que ils ont eu un début de saison en dents de scie, clairement, mais depuis la phase retour, je trouve qu'on a vu ce caractère et des matchs références quand même, la grosse performance à Bayonne, le gros match au Racing, et ils se sont retrouvés ces Toulonnais. Après, le petit point d'interrogation, c'est la sereine dépendance, Johan le disait, c'est vrai que on voit à quel point cette équipe montre un visage différent quand Serein est à la manœuvre ou pas. Et ça, c'est un petit point d'inquiétude quand même. Je les trouve très dépendants de Serein, mais au-delà de ça, la dynamique collective est quand même bonne côté toulonnais. Puis en plus, encore une fois, on les voit pas trop arriver. Donc, pour moi, ils seront barragistes en recevant à Mayol. Ouais. Donc, toi, si je te suis, une tactique possible, c'est de viser Baptiste Serein pour affaiblir Toulon. Oui. Ouais. Bon, non, mais c'est intéressant. Lui qui a eu quand même une grosse blessure à l'épaule, c'est pas ce qu'on souhaite. Mais c'est vrai que ce Toulon avec 63 points a de grandes chances, même si les 2 dernières journées sont pas évidentes. On le disait, réception de Clermont, déplacement au Stade Français. Clermont justement, quand même, Johan. Clermont, on a l'impression. Ils sont là. Ah, mais c'est incroyable. Ils ont fait un bon match, bonus offensif à la fin. On a vu 2 beaux essais, un doublé de Jurand. Est-ce que tu as une stat, Alex, sur ce match-là en rayon? Oui, tout à fait. Non, mais j'en ai une en stock effectivement. Du côté donc de Clermont, c'est l'aspect offensif. 10 franchissements, 28 défenseurs battus, 16 passes après contact, ce qui est absolument colossal pour cette équipe de Clermont qui joue vraiment très bien derrière aussi, à l'image du match de Léon Darry-Carrère qui a été très tranchant, et des 7 défenseurs battus par Bautista Delki.
Ouais. Est-ce que ça peut être la petite surprise ou pas, Clermont, qui est là désormais à égalité de points avec La Rochelle, 7e là, à cet instant précis. Ça peut être la belle surprise de l'année. Hein. Personne ne les voyait arriver. Ils vont casser la ligne sur le dernier ou l'avant-dernier match s'ils gagnent à Toulon, parce qu'après ils reçoivent Montpellier qui va se concentrer plus sur l'access match. Donc pour eux, la finale, ce sera contre Toulon dès la reprise le 1er juin. Donc ils ont 15 jours pour préparer cette rencontre. Ouais, Philippe, ils peuvent y croire. Et puis bon, on sait quand même qu'ils se sont bien remis de leur échec un peu sur le fil face aux Sharks en challenge. Hein. Ils se sont bien remis et je pense que ça leur a donné un second souffle pour cette fin de saison. Malgré la défaite et le scénario, je pense qu'ils se sont aussi rassurés que cette compétition leur a fait du bien. Avant, on les avait vu faire un gros match contre l'Ulster et c'est vrai que ces matchs références, ils les ont trouvés plutôt dans cette compétition. Je pense qu'ils se sont retrouvés grâce à ça. Et il y a 2 objectifs du côté de Clermont. Hein, pour un club comme l'ASM, le premier objectif, c'est de jouer la grande compétition, la Champions Cup, donc il faut être dans les 8. Et c'était pas évident il y a quelques journées. Ça, je pense qu'on peut dire qu'ils l'ont assuré. Et maintenant, c'est du bonus, clairement, parce que quand on a eu Christophe Furios lundi, il y a quelques semaines, il nous disait quand même que la vision très claire, c'était une reconstruction de cette équipe avec la recherche de leaders, de joueurs d'expérience. Donc ces jeunes joueurs sont en train d'en acquérir. Mais quoi qu'il arrive, on peut dire que ça y est, la saison de l'ASM est sauvée. Ouais, elle est sauvée. Tu penses ça toi aussi, Johan? Clairement, si ça t'a arrêté là ce soir, 7e, 56 points, elle est sauvée ou pas? Ils sont dans leur objectif. Hein. Comme dit Philippe, Christophe a clairement dit l'objectif c'était top 8. Là, c'est du bonus, ils sont dans les 6. Et comme on dit, la petite vient en mangeant. Donc grâce à cette finale, ça leur a permis d'avoir ce second souffle et surtout de croire en ce qu'ils font. Parce qu'ils ont vraiment fait une très très belle finale au niveau défensif et il y a des cadres qui se sont révélés. Le retour de Yato, Joris Jurand qui fait d'excellents matchs depuis cette finale-là, Jeannot, le petit Baptiste Jeannot qui fait d'incroyables matchs également. Mais voilà, tout le monde est au diapason. Tout le monde est au diapason. Jeannot, c'est le chauffeur du bus. Non, c'est le gardien de Saint-Etienne. Jérémy Jeannot. Il est fouteux maintenant, Johan. Voilà, ça faisait longtemps. Il paraît que c'est toi qui as blessé Yannick Noah, Johan Huget, c'est vrai? Mais non, il était dans mon équipe. Quand même, respectez-moi. Bah oui, je sais. Il paraît que t'as taclé ton coéquipier, c'est vrai ou c'est pas vrai? Là, ça c'est, tu vois, les mauvaises. Et à cause de toi, il annule toute sa tournée quand même. J'ai vu ce vestiaire, j'étais ému quand même parce que Johan, quand même, franchement, sincèrement, c'est un bon moment. Et Philippe, juste, on resitue avant de faire la pause. Johan, t'as participé aux 100 ans du Parc Lescure du Stade Chaban-Delmas mardi avec le Variété Club de France face aux Girondins. T'as joué contre Zidane. Donc t'as joué contre Zidane. Tu pourras le dire, ça. Non, je l'ai croisé sur le terrain. Et je pense qu'il y avait un pacte de non-agression. Donc tous les footeux vrais et confirmés jouaient ensemble. Et quand il est sorti, on a pu nous aussi profiter un peu de la pelouse. Donc c'était cool. Et t'as joué arrière droit encore ou pas? Toujours. Hein. Donc quand il jongle sur le côté gauche, c'est toi qui es en face. Mais le problème, c'est qu'il est sorti, j'avais Brad Poux en face de moi. Donc ça allait. Ils ont mis ok. Poux, ok, d'accord. Ouais, il était à 100 ans de Bordeaux. Donc il était là, il y est. Il courait partout. Là, c'est 2 salles, 2 ambiances, quoi. Mais ils étaient tous les 2 rasés. J'ai confondu un peu de profil. Ouais, tout à fait. Enfin, c'était de belles images. C'est un super moment à passer. Très belle organisation de la part des variétés et surtout de Bordeaux également. Donc tout le monde a pu se retrouver. Et c'est fou de voir toutes ces stars réunies sur un seul terrain comme ça. C'était incroyable et le stade était plein. Ouais. Et oui, à Bordeaux, on sait recevoir. Hein. Allez, on va se retrouver dans un instant, bien sûr, sur cette radio pour revenir sur le match de Montpellier face à Toulouse. La victoire des Toulousains qui plonge les Montpelliérains dans ce barrage qui fait peur. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée pour revenir sur le début de cette 24e journée et notamment l'une des informations, c'est que Montpellier disputera le barrage de maintien en top 14 face aux finalistes de la Pro D2. Donc ça sera dans quelques semaines, mais on va dire on est à la 24e journée. Et déjà, Montpellier, 13e, eh bien, sait qu'il ne pourra pas faire mieux. Est-ce que c'est, selon vous, le scénario catastrophe, Johan ? Parce qu'aujourd'hui, ils savent maintenant qu'ils vont jouer ce match-là. On leur en parlait, oui, on se concentre match après match.
Mais bon, là, ils y sont et ils vont pouvoir travailler correctement sur ce match qui va arriver très vite. Hein. Il y a 2 ans, Philippe Spanghero, le MHR était champion de France. Ça peut aller très très vite. Hein. On voit quand même que là, tout va se jouer en 80 minutes dans 3 semaines. 3 semaines. Ouais, mais ça montre aussi la densité de ce championnat. Quelque part, hein, on a souvent le débat de savoir si un top 14, ça c'est pertinent, s'il n'y a pas trop d'équipes. Mais quand on voit la densité de ce championnat, les matchs qu'on nous offre tous les week-ends, à part Oyo qui a un peu décroché, mais qui joue son rôle quand même jusqu'à la fin, ben on se dit que voilà, une équipe championne de France il y a 2 ans peut se retrouver dans cette situation. Mais clairement, pour répondre à ta question, oui, c'est le scénario catastrophe parce que quand on a vu la composition toulousaine, sans faire offense à ces jeunes, même s'ils avaient déjà fait le coup à Clermont, etc., vu la situation de Montpellier, on se disait, bon, ben, ils vont prendre des points et puis ils garderont leur destin en main. Mais là, ce qui est très inquiétant en vue de cet access match, c'est la fébrilité mentale de cette équipe. Il faut vraiment rendre hommage aux Toulousains, on y reviendra, à la jeune garde, parce que ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, mais c'est exceptionnel de voir autant de joueurs à ce niveau-là. Ouais, et Philippe, on a la chance d'avoir Marco Tolène qui arrive à l'antenne, François. Ah. Eh ben, on va bien sûr on l'accueille. Marco Tolène qui est avec nous en direct sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Bonsoir Marco. Bonsoir tout le monde. Bon, on imagine que ce soir... On l'avait prévu en cas de victoire. Ouais, et c'est sympa d'être là aussi en cas de défaite. Est-ce que le fait d'être fixé, Marco, maintenant sur est-ce que cette fin de saison, on va dire obligé de passer par le barrage, est-ce que finalement... ça peut engendrer aussi une dynamique de travail plus sereine. La chose c'est compliqué parce que voilà, mais oui, certainement. Pardon, j'ai du mal à trouver mes mots, mais maintenant qu'on sait que oui, on est concentré sur ce match, peut-être qu'on aura des axes de travail qui seront différents. On aurait aimé que les choses soient différentes, forcément, avec une victoire aujourd'hui. Mais bon, là, ça y est, on a les 2 pieds dedans, donc il faut y aller, quoi. Si on avait gagné et que, pareil, on aurait joué la caisse match, c'est pas grave, parce qu'on aurait quand même réussi à trouver un peu de morale, un peu d'une bonne dynamique, quoi. Parce que là, on est sur, je sais pas combien de défaites d'affilée, et c'est vrai que c'est très difficile. C'est vraiment très difficile. C'est très difficile. La 7e, 29-22, il y avait 26-22 à la mi-temps. Marco, on le rappelle pour nos auditeurs s'ils n'ont pas suivi le match sur Sud Radio. Quand même, il y a notamment ce dernier essai, peut-être ce 3e essai de Rainer. Là, pour vous, il y a en avant de passe entre les 2 Montpelliérains là, de main à main, qui peut faire 29-29. Ça peut compter peut-être en fin de match. Ouais, c'est vrai que c'est frustrant. Je sais pas vraiment comment ça a été traité, si la vidéo a été vue ou pas, ou si la décision a été prise directement sur le moment. Mais encore une fois, on n'a rien pour nous sur ce genre de choses. Et ça se joue souvent des détails, mais après, voilà, ça fait partie du haut niveau. Donc voilà, c'est vrai qu'on est très frustré parce que on sent. Voilà, on n'est jamais très loin, mais on n'arrive jamais à basculer du bon côté. Et voilà, c'est dur. Désolé, désolé. Ouais. Johan Huget est avec nous. Johan, peut-être un mot pour Marco Tolène. Ouais, salut Marco. Écoute, salut, ça va être un peu difficile aujourd'hui, mais en tout cas, maintenant vous savez où vous allez et vous allez travailler tous dans le même sens pour sauver ce club. Après, pour revenir sur ce que disait François, je suis pas sûr que ce match-là aujourd'hui face à Toulouse se joue sur l'en avant entre Cobus Reinhard et c'est sur l'entame de match. Il y a 26. Non, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. On prend des essais bien trop facilement. C'est ça. On a été mis à mal trop facilement. Et oui, c'est sûr que ça se joue là-dessus. Mais dans la situation où on est, toutes les situations comptent finalement. Et celle-là en fait partie. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça se joue sur la première mi-temps. Et c'est d'ailleurs très frustrant parce que on prend les 26 points et en fait finalement et là vous commencez à jouer. Et c'est ça. Dès que juste on met notre jeu en place, le système de jeu classique, basique, et en fait on arrive à trouver les solutions facilement, on marque et on revient. C'est presque miraculeux, mais juste en faisant les choses simplement, c'est voilà. Donc c'est vrai que non, ça se joue pas forcément que sur cette action, mais c'est vrai que nous ça se pèse au gramme, quoi.
Ouais. On rappelle que la semaine dernière, défaite d'un point à Castres aussi, qui est pas passé loin, qu'il y a eu aussi une défaite sur votre terrain contre Perpignan, c'est pas passé loin, avec quelques notamment points au pied qui vous avaient échappé. Bref, souvent ça se joue à peu. Est-ce que Philippe Spanghero, t'as une question peut-être ou une remarque pour Marco Tolaine, 3e ligne de Montpellier, qui est avec nous en direct sur Sud Radio? Marco, salut, écoute, d'abord, merci d'assumer parce que c'est quand même à saluer, c'est jamais facile, donc merci d'être avec nous. Non, une remarque, c'est vrai que ce que j'ai dit plusieurs fois et souvent, même quand on avait le staff de Montpellier, on les a eu souvent, c'est cette fébrilité mentale, on sait à quel point la dimension mentale est importante, et ce qui me surprend, c'est que j'ai eu l'impression à des moments de la saison que le verrou avait sauté. Vous aviez retrouvé une conquête très dominatrice, je me souviens de ce match au Racing qui, pour moi, je pensais allait être le déclencheur d'un réveil psychologique, mais à la maison particulièrement, on vous sent tellement emprunté, on sent ce poids-là, et vous courez après le score, vous avez du mal à vous en sortir, même contre Perpignan où on pense que le match est plié. Perpignan revient et puis vous perdez complètement vos moyens. Comment tu l'analyses ça? T'as pas eu cette impression aussi qu'à un moment de la saison, vous aviez retrouvé vos certitudes? Si, et d'ailleurs j'en reviens aussi au match du Racing. Pour moi, sur tout le match, même s'il y a eu des erreurs pendant le jeu, etc., on n'a jamais lâché et on a quand même réussi aussi à la fin à aller chercher un point de bonus offensif. C'est quand même pas rien. Donc il y a des bonnes choses. Mais c'est vrai que à domicile, on a toujours, à ce moment de la saison, là, quand on a déjà perdu énormément de matchs à domicile, il y a forcément cette crainte. Et aussi dans la position où on est, tu manques de confiance, tu manques d'aplomb. Il y a des situations où on voit le lundi par exemple où sur des jeux à 2-3 passes, en fait, tu marques facilement, mais qu'on joue pas parce que en fait oui, on manque de confiance, on manque de régularité aussi dans nos performances parce que parfois on arrive à faire les choses bien pendant 30 minutes et on s'écroule et en fait on revient et je me souviens pas, à part le match du Racing, d'avoir une rencontre où en fait on a pris le score large et on a réussi à le garder et à être serein. Mais ça fait, je pense que ça fait aussi partie par rapport à la position qu'on a depuis le début de la saison. Johan Huget, quand Toulouse joue des matchs de phase finale, souvent il y a un stage, on part un peu, on s'isole. Est-ce que Montpellier doit faire pareil pour avant ce match de barrage en 3 semaines, faire un peu une opération spéciale, un peu commando de préparation spéciale? Il faut que les joueurs se rendent compte qu'ils, malgré tout, ils ont un club à sauver, des emplois à sauver, et il faut prendre tout ce qu'il y a en compte. C'est une ville aussi et un club important, historique, qu'il faut garder en top 14. Donc les joueurs en ont conscience, ça j'en doute pas, mais c'est vraiment une mission commando parce que on a dit si c'est un derby face à Béziers ou ça risque d'être chaud bouillant ou Provence, ça va être chaud, donc il va falloir que les joueurs soient motivés, surtout solidaires, parce que ça va être un vrai combat. Marco, peut-être en réaction à ce que vient de dire Johan? Non, je suis tout à fait d'accord. Vous savez, le nombre de personnes qui nous disent mais vous inquiétez pas, si vous allez en barrage, le niveau Pro D2 et ci et ça. Mais j'espère que les joueurs qui entendent ça se disent pas si on va à l'Access, ça va être tranquille. Parce que pour moi, c'est pas du tout le cas. Moi, je suis persuadé que on peut tomber dans un piège. Et tout dépend où vous allez aussi, hein. Oui, et qu'importe en fait finalement. Juste le fait de j'espère que les gens autour qui nous disent que ça va être facile, parce que nous, on a un niveau d'écart par rapport à les deux et tout. J'espère que personne ne tombe dans le panneau, parce que à l'heure actuelle, on est 13e, on est à l'Access Match. Et on va le jouer ce match. Ça, c'est des grands professionnels de rugby, ça, quand ils te disent c'est facile. Ouais, mais c'est ça, et ça c'est du coup, j'espère que les joueurs sont conscients que ça sera pas un match facile et qu'importe contre qui on joue. Ouais. Il suffit de se retourner sur les stats, depuis que l'Access Match existe. Il y a eu autant de clubs de Pro D2 qui ont gagné que l'inverse. Et puis, ce qui est inquiétant un peu, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes Toulousains qui avaient été prêtés, qui reviennent de Pro D2, certaines de National. Donc, tu peux te dire aussi que tu as perdu contre une équipe très remaniée. C'est peut-être un niveau comme ça que vous allez affronter en barrage.
Ah, bien sûr, non mais c'est pour ça que j'espère que tout le monde est conscient que ce sera pas du tout un match facile et qu'il faut s'attendre à tout et surtout être prêt à garder le club en top 14 et de faire le meilleur match possible, quoi. Je sais qu'on en est capable parce qu'on on le fait, on sait le faire, mais et il faut la confiance aussi. Exactement, et puis il faut pas se fourvoyer, il faut pas penser que c'est gagné, quoi. Non, mais en tout cas, c'est merci Marco d'avoir été encore avec merci, nous. Ouais, Marco. C'est vraiment sympa et surtout soudé pour ces dernières semaines, ces 2 dernières journées de top 14 et ensuite le barrage de maintien face au deuxième de Pro D2. Merci Marco Tolagne d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio dans Au cœur de la mêlée. On se retrouve dans un instant. Avec la suite, on va parler Pro D2 et cet épilogue incroyable qu'il s'est passé hier sur notre antenne pour la dernière journée de la phase régulière. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Avec vous les passionnés de rugby qui nous suivez sur Sud Radio, vous faites bien. Et puis on accueille bien sûr les nouveaux venus, ceux qui n'étaient pas avec nous depuis 15 heures, puisque nous avons suivi cette 24e journée de top 14 qui se poursuivra ce soir entre le Stade Rochelet et la section paloise, coup d'envoi 21h05. Mais avant cela, parenthèse sur la Pro D2 qui a clôturé sa phase régulière hier, 30e et dernière journée. Alexandre, on l'a vécu en direct sur Sud Radio. Quelle soirée avec quand même des destinées là, pour la qualification ou le maintien qui se sont joués dans les dernières secondes. Mais même au-delà, ouais, effectivement, au-delà du temps réglementaire, c'était, j'ai pas les mots de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé hier. C'était extraordinaire. Victoire de Brive face à Biarritz 34 à 10. Succès de Valence-Roman à Colomiers 23 à 14. Oui, la victoire d'Aix-en-Provence face à Grenoble 44 à 20. La victoire de Soya-Angoulême face à Béziers 30 à 16. Le succès d'Aurillac face à Montauban 27-22. Mont-de-Marsan a battu Rouen, au-delà de la Sirène 38 à 31 avec le carton rouge, effectivement. Agen a battu Vannes 27-22 et puis le succès donc de Nevers face à Vannes 35-23. Hier on s'est égosillé, François. On a eu franchement des dernières minutes à en voir les étoiles tellement on était sous pression. Ouais. C'était de la folie. Un entraîneur ou en tout cas un staff d'entraîneurs est plutôt resté serein, c'est celui d'Aix-en-Provence qui termine cette phase régulière avec le dossard de numéro 1. Et pour en parler, son entraîneur des avants, c'est Jacques Delmas qui est avec nous en direct sur Sud Radio. Salut Jacques. Bonsoir François. Merci d'être avec nous. 95 points, 20 victoires en 30 journées. Est-ce que c'est une phase régulière que tu jugerais parfaite, aboutie? Comment tu la qualifierais, Jacques? Disons que oui, par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Bon, c'était la première année que le club se qualifie dans les 6 dans la phase régulière. C'était l'objectif cette année, essayer de se qualifier parce que le club n'avait pas réussi. Et puis bon, à force de travailler, de s'accrocher à notre destin, voilà, on est arrivé à décrocher cette première place parce que on a eu on est resté dans les 3 premiers tout au long de la saison. Mais au cours de cette saison, on a eu la possibilité plutôt de valider cette première place, mais on avait l'impression qu'on préférait être chasseur qu'être chassé, et on avait chaque fois ces difficultés à valider cette première place. Et puis bon, après le match de Biarritz, l'avant-dernier match, bon voilà, on a su valider cette première place et on a su la garder sur le dernier match, même si ça n'a pas été facile contre Grenoble, parce que Grenoble est une bien belle équipe. Voilà, bon, on finit premier, c'est tout à l'honneur de ce club qui continue de se construire. Ça veut dire, Jacques, que vous allez regarder jeudi et vendredi prochain les barrages Grenoble-Dax, Béziers-Brive, que vous devriez retrouver le vainqueur de Grenoble-Dax. Voilà, Johan Huget peut-être et Philippe Spanghero. Comment tu vois les choses? Et échangeons avec Jacques. Salut Jacques. Non, on a senti que vous avez franchi un palier cette année parce que l'année dernière, vous aviez du mal à vous imposer face à des petites équipes, on va dire, d'un calibre un peu moindre, et d'être régulier sur toute une saison. Là, on n'a pas senti une faille durant toute la saison de la part d'Aix-en-Provence. Bon, mis à part jouer le rôle de la première ou la deuxième place, ce qui est assez agréable. Mais comment vous avez réussi à franchir ce cap entre l'année dernière et cette année?
Mais disons que même pour revenir là-dessus, c'est que cette année, on a eu aussi des difficultés. On a été capable d'aller gagner chez les meilleurs. On est allé gagner à Vannes, on est allé gagner à Béziers, on aurait pu gagner à Mont-de-Marsan, et on a été capable d'aller perdre à Soyaux, d'aller perdre à Rouen. Là, on manque encore de maturité, de construction. Je crois que on n'a pas encore franchi ce palier. Par contre, par rapport à la saison dernière, je vais te dire, c'est relativement simple. Hein. C'est un changement de philosophie. L'année dernière, on a été dans la dépossession. C'était un choix. Voilà, il faut l'assumer. Aux grandes dames et je le salue par rapport à l'amitié et le respect que j'ai pour lui, Stéphane Glas. Et bon, cette année, voilà, on a changé la philosophie. Ça a été un vœu commun de la part des joueurs, de la part de la direction. Donc, on a voulu beaucoup plus être dans la possession, notre capacité à mettre notre jeu à la place. Et voilà. Et puis bon, on a eu un jeu beaucoup plus complet, beaucoup plus construit. Voilà, c'est avec un recrutement qui a été ciblé. Voilà. Je crois que c'est le résultat de tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui, on se retrouve premier. Ouais, premier Aix-en-Provence, Provence Rugby en tout cas. Philippe Spanghero peut-être et Alexandre avec Jacques Delmas. Ouais, bonsoir Jacques. D'abord bravo, bonsoir. Parce que c'est vrai que c'était important pour ce club. Ça fait 3 saisons de mémoire que chez Sud Radio, parce qu'on suit beaucoup la Pro D2, on met cette équipe dans les favoris principaux pour le top 6, parce qu'il y a des moyens, parce qu'il y a eu des recrutements stratégiques depuis quand même déjà 2-3 saisons avec des joueurs du niveau au-dessus. Et c'est vrai que, comme le disait Johan, vous n'y arriviez pas. Et donc, il y avait aussi un cap psychologique, je pense, à franchir, qui a été franchi cette année. Après, ce qui est intéressant de façon générale, c'est de saluer aussi la construction de ce club et son propriétaire. Ça fait partie des philosophies de club que je trouve très intéressantes. J'ai eu le plaisir de venir voir le centre d'entraînement au milieu des bureaux de l'entreprise. Il y a quand même une philosophie qui gagne à être connue dans ce club. Et si toutefois vous deviez monter, ça fait partie des équipes qui pour moi ont construit des bases solides pour assurer un maintien au niveau au-dessus. Et ça aussi, c'est à saluer parce qu'il y a le sportif et il y a la construction autour et Provence a bien construit. Oui, effectivement, on a des qualités, on a des infrastructures et une qualité de travail qui est exemplaire, quoi. On est privilégiés, on en est tous conscients. Après, tu touches un secteur où tu le sais, c'est pas une marche qu'il faut franchir, c'est 3 marches. On l'a vu encore aujourd'hui où Oyo, qui a dominé la Pro D2 la saison dernière et qui va revenir à l'étage en dessous, c'est à part Lyon qui il y a quelques années a fait vraiment dominer la Pro D2 et qui a réussi à se stabiliser dans le top 14, c'est vraiment compliqué. Alors oui, il y a un recrutement qui est en prévision. Alors je sais pas si on montera pas, je sais pas, on va vivre les étapes les unes après les autres. Tu préfères Béziers ou Brive, Grenoble ou Dax, pardon. Grenoble ou Dax, c'est Grenoble Dax, ouais. Oui, ce sera Grenoble-Dax. Bon, l'avantage de Grenoble a l'avantage de recevoir à la maison. En plus, les Dacois, bon, on voulait jouer le coup à fond, et ça, c'est tout en leur honneur. Mais ils ont eu de la casse, ils ont eu le prix de carton rouge. Je crois que les Dacois font une saison extraordinaire à ce niveau-là, mais ils vont tomber sur une équipe grenobloise qui est vraiment costaud. Ils étaient en finale la saison dernière. Je crois que c'est l'équipe qui maîtrise le mieux son sujet. Donc je pense qu'il y aura un léger avantage aux Grenoblois. Donc on s'attend, nous on fait pas on ne tire pas des plans sur la comète, mais on s'attend surtout à retrouver bon, très franchement, une équipe comme Grenoble, quoi. Hier, on a senti cette équipe qui était revancharde, et je pense que dans 15 jours, il y a de fortes probabilités que l'on recroise de nouveau les Grenoblois, même si je suis persuadé que les Dacois vont pas arriver là-bas en victime expiatoire, mais ça sera difficile pour eux. Mais par rapport à la saison qu'ils font, tout est permis pour eux, tout est permis. Jacques Delmas, comment vous allez gérer les 2 semaines qui vont venir avec l'effectif? Faut-il reposer les joueurs? Faut-il les maintenir sous pression? Qu'est-ce que vous avez choisi à Provence Rugby?
on a choisi de rien changer à notre programme. Voilà, on va faire des entraînements qui seront un peu plus ciblés par rapport à nos besoins, parce que très franchement, hier, c'est vrai qu'on a gagné les Grenoblois, mais on n'a pas fait un grand match. Quand on regarde les stats au niveau de la conquête, au niveau de la possession, c'est pas mirobolant tout ce que l'on a fait. Donc, à mes yeux, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que ça nous permet de pas croire que l'histoire est faite. Il va falloir bien cibler nos manques, corriger tout ce qui nous a fait défaut sur ce match. Je pense qu'on non plus eux, que ce soit les Grenoblois, que ce soit nous, sur ce match, on ne s'est pas trop dévoilé non plus. Donc il faudra à nous de bien préparer ce match, mais bon, on va travailler cette semaine tout à fait normalement, parce que on ne sait pas, comme l'a dit François, on ne sait pas encore qui c'est que l'on va prendre, donc on va pas se focaliser sur une équipe ou sur une autre, on va surtout se focaliser sur notre jeu cette première semaine, et puis en fonction de l'adversaire, la deuxième semaine, on ciblera justement là où on doit essayer de mettre l'accent. Voilà, c'est. Oui, Alexandre. Justement, Jacques, il y a quelques instants, Marco Tolagne est avec nous sur Sud Radio et il revenait sur la difficulté que c'est pour l'équipe de Top 14 de devoir affronter une équipe de Pro D2 dans ce fameux Access Match, donc le perdant de la finale de Pro D2 qui affronte le 13e du Top 14. On a vu que l'histoire récente nous montre que l'équipe de Pro D2 fait au moins toujours jeu égal, si ce n'est remporte ce genre de match. C'est la preuve de quoi, Jacques Delmas? Est-ce que c'est la preuve que le niveau en Pro D2 augmente année après année? Comment on estime d'ailleurs le niveau global de ce top 6 qui arrive en phase finale? Je pense qu'effectivement le niveau de Pro D2 augmente mais je crois qu'aussi que le niveau, à part un petit peu cette année, mais le niveau du top 14 augmente aussi. Donc je crois que l'écart il existe toujours. Ça c'est une évidence. Mais effectivement sur un match, tout peut se passer. Sur une durée, on le voit, 26 matchs à faire, c'est là aussi, c'est un marathon, et à un moment donné, les équipes les plus faibles qui manquent de banc, de tout un tas d'expérience, je pense que la différence se fait tout au long de la saison. Par contre, c'est vrai que ce match-là, c'est le match de la terreur un petit peu, parce que je pense que c'est Montpellier qui va être désigné malheureusement pour faire ce match, mais c'est vrai que c'est particulier parce que on s'y prépare jamais à ce genre de match et que c'est toujours un match compliqué, quoi. Mais là aussi, c'est pas faire de l'intox que de dire que je pense quand même que les occupants du top 14 ont beaucoup plus de chances quand même de gagner ce match que les gens de Pro D2 qui vont sortir d'une finale perdue. C'est quand même des matchs qui sont quand même assez compliqués à jouer. Jacques Delmas, donc entraîneur de Provence Rugby, Aix-en-Provence. Merci d'avoir été avec nous, Jacques. On te souhaite une belle fin de saison. Bravo. Jacques, la vie, elle est mieux au Pays Basque ou d'autre côté? Disons que la vie au Pays Basque, tu le sais, elle est belle quand il y fait beau, elle est moins belle quand il fait pas beau. Mais moi, le problème que j'ai quand je vais au Pays Basque, j'ai toujours une camionnette sur mon chemin qui m'empêche de rentrer chez moi. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je vois pas trop, Jacques. Qu'est-ce que tu vois pas trop. Je croyais que c'était un déménageur qui venait me faire à la maison. Et puis j'ai vu c'était ma camionnette. Et voilà, exactement, j'ai vu une tête de brun barbu, et j'ai dit, mais qui c'est cet individu? C'était Johan qui venait dans mon chemin, mais bon, je pense qu'il s'était pas égaré, parce qu'il habite à 10 mètres de chez moi, mais bon. Et Jacques, vous qui avez marqué durablement le club de Narbonne, en tant que joueur et entraîneur, Narbonne est actuellement mené de 3 petits points, à 2 points à quelques instants de la fin de la finale de nationale. Il y avait 30-23 pour Narbonne, et il y a même un dernier essai. 30. Il y a un dernier essai de Nice actuellement, il est marqué par les Niçois. C'est fini, ça va être fini. Nice va monter en Pro D2 et Narbonne ira défier Montauban en barrage d'accession pour la Pro D2 le 2 juin, dimanche 2 juin à 15h. Ouais.
Et ben voilà. Oui, c'est toujours pareil. Moi, j'avais les anciens camarades de Tarbonne qui m'envoyaient des textos me disant ça sent bon. Et puis bon, en définitive, ça sent mauvais, quoi. Voilà. C'est des odeurs qui changent, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme le ballon ovale, on sait pas trop où ça rebondit. Bon, allez, merci. Merci Jacques. Allez, la bise et puis à bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, Julien Tastet, entraîneur des Avants de Mont-de-Marsan, est avec nous et on l'en remercie. Il attend depuis quelques minutes. Il nous rejoint juste après la pause sur Sud Radio dans Au cœur de la mêlée. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Avec vous les passionnés de rugby au cœur de la mêlée, Yoann Huget, Philippe Spanghero, Alexandre Priant, toute l'équipe Sud Radio bien sûr et nos invités, page spéciale Pro D2 au lendemain de la 30e et dernière journée de phase régulière. Mont-de-Marsan faisait partie des prétendants à la qualification. Mont-de-Marsan termine 8e, 74 points, à 1 point de cette 6e place qui était synonyme de qualification. Avec nous pour en parler, Julien Tastet. Julien, bonsoir. Dans quel état d'esprit tu te trouves ce soir et merci d'avoir patienté aussi parce qu'on sait que Jacques Delmas est bavard. Bonsoir messieurs. L'état d'esprit est un peu de déception au vu de la saison qu'on a fait. On était sur une belle dynamique sur les 6 premiers mois et c'est vrai qu'on s'est un peu écroulé sur les 2 derniers depuis mars. Là, on a connu un gros trou d'air et qui nous a été préjudiciable vu que ça nous a sorti de la course à la qualification et c'est vrai qu'on a beaucoup de regrets de mourir à 1 ou 2 points, alors qu'on a quasiment fait toute la saison dans ce top 6. Alexandre. Qu'est-ce qui s'est passé justement quelles sont les causes identifiées de cette seconde partie de saison très difficile pour le Stade Montois, enfin en tout cas ces 2 derniers mois difficiles pour le Stade Montois. On rappelle d'ailleurs que sur l'état de forme des 10 dernières journées, le Stade Montois était 9e et sur les 5 dernières journées aussi à la 9e position. C'était bien en dessous de vos standards. Comment l'expliquer ? On l'explique par un manque assez important d'efficacité. On avait la capacité à se créer beaucoup d'occasions, à rentrer souvent dans les 22 adverses, mais on scorait très peu, on était très peu réaliste, ce qui nous a été préjudiciable notamment sur le match de Brive chez nous et du coup derrière on est parti sur une spirale négative où on a enchaîné des défaites, plus la défaite à domicile dans le derby landais. Donc voilà, ce manque de réalisme, ça a été le gros point mort de ces 2 derniers mois. Nous, je pense qu'on n'a pas su peut-être à un moment donné être beaucoup plus exigeant et rigoureux avec les joueurs quand on rentrait dans cette zone-là aussi. Et ensuite, on a eu des joueurs importants, notamment Willy Duplessis et Nicolas Garot, voilà, qui se sont blessés. C'était vraiment des joueurs qui faisaient une grosse saison et qui sont des cadres de l'équipe. Qu'on joue à GSR avec les blessures en début d'année de Christophe Loustalo, de Johan Laous, qui sont des cadres de l'équipe. Et c'est vrai qu'on a senti sur cette fin de saison aussi que ces joueurs importants de l'effectif nous faisaient défaut. On a senti à la fin du match, Julien Tastet, quand même de l'émotion, comme si une page un petit peu se tournait. La saison dernière, Rémi Thalès a quitté le club pour La Rochelle. Vous allez quitter le club, Julien Tastet. Est-ce que vous pouvez confirmer ce soir ou non votre arrivée au Stade Français Paris la saison prochaine pour intégrer le staff de Laurent Labitte ? Je peux confirmer que je quitte le Stade Montois, en effet. Mais il y a de joker sur la destination. Ouais, 15 autres jours et je laisse au club le soin de le faire. Très bien. J'imagine qu'il y a d'émotion quand même, Julien, quand on quitte ce club qui est pour toi, enfin c'est plus qu'un club pour toi, le Stade Montois. Ouais, bien sûr, il y avait l'émotion. Après, il y avait une opportunité qui était difficilement refusable. Il y avait aussi, je commençais à être peut-être au bout de quelque chose. On voit quand même que le métier d'entraîneur, il faut quand même si je le découvre, parce que je suis encore jeune dans cette profession, je pense qu'il faut savoir à un moment donné se renouveler, ou du moins c'est vraiment une histoire de cycle. Et après 4 années, ça faisait avec des joueurs, j'avais déjà joué avec eux aussi. Je sentais que c'était le bon moment peut-être pour pas faire l'année de trop et qu'il y ait un sentiment peut-être
de ras-le-bol à la fois des joueurs ou de moi-même. J'ai trouvé que c'était le bon moment. Bien sûr qu'il y a eu de l'émotion. C'était une journée assez particulière, surtout que voilà, j'avais tous mes proches, toute ma famille qui était là. C'est vrai que c'est bien plus en effet qu'un club. C'est après plus de 20 ans passés sous ses couleurs. C'est sûr qu'il y avait quand même beaucoup d'émotions, mais aussi la joie de partir sur un nouveau projet. Julien, quand vous étiez joueur, le stade André Guy Boniface s'appelait d'ailleurs le stade Guy Boniface à ce moment-là. Et puis il a changé de nom, puis il y a une nouvelle tribune, puis une deuxième nouvelle tribune. Et maintenant, on a l'impression quand même que Mont-de-Marsan a évolué avec son temps, dans le bon sens du terme, et se prépare à travailler, à continuer d'être au haut niveau. Quel est selon vous l'avenir de ce stade montois? Est-ce qu'il est en haut du classement? On a vu hier quelques jeunes, notamment derrière, qui ont été quand même très tranchants. Il y a de quoi faire comme à Mont-de-Marsan pour la saison 2024-2025. Ouais, je pense que on va vite dans les jours qui arrivent tirer les conclusions de cette saison, mettre vraiment le doigt sur les points négatifs et axer l'amélioration en vue de la saison prochaine. Je pense qu'il y aura une remise en question aussi du staff par rapport parce qu'à un moment donné on a sûrement loupé pour que nos résultats soient de ça, de nos ambitions, mais je pense qu'au vu de l'effectif qu'il y aura la saison prochaine, je pense que le Stade Montois sera bien sûr dans la course à la qualification. La chance qu'il a, c'est qu'il s'appuie en plus sur des jeunes qui sont très performants, qui arrivent. La chance d'avoir une école de rugby, un centre de formation qui alimente énormément l'équipe pro, et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Je pense aussi que la montée de Dax a mis un petit coup de pied aux fesses à tout le monde pour continuer d'avancer, aussi bien sur la partie sportive, bien sûr structurelle, commerciale, sur toutes les strates du club. Donc voilà, le club il évolue très bien. Je crois qu'il y a encore un projet de 4e tribune qui va arriver très rapidement. Donc voilà, le club se dote en tout cas d'une moyenne de haut niveau, sûrement dans le but de toujours jouer le haut du tableau, voire mieux dans les années qui arrivent. Johan Huget pour Julien Testet, un petit mot. Salut juste pour revenir sur cette fin de saison, sur cette défaite à Montauban, est-ce qu'elle te laisse pas un petit goût amer quand même de pas aller, toi qui as connu tant de phases finales avec ce club, et à chaque fois vous nous sortez quelque chose pour les barrages ou pour les finales, un petit goût amer quand même de finir comme ça après tant d'années à faire ces phases finales? Complètement. C'est sûr qu'après le match de Montauban, pour le coup personnellement j'étais assez abattu, surtout quand on voit le match qu'on fait, ou sur un match quand même avec de la pression, beaucoup d'enjeux. J'ai trouvé que c'était en termes de maladresse peut-être le match le pire qu'on ait fait, où on a fait tomber beaucoup de ballons, il y a eu beaucoup de déchets. Je trouve qu'on n'avait pas la concentration, la précision pour jouer un match où tu devais aller chercher une qualification. Donc peut-être un peu un manque de maturité aussi de notre équipe, où il y a beaucoup de jeunesse en effet, et ils apprennent à travers ces matchs-là. Et c'est sûr que j'étais très déçu après Montauban, surtout que sur ce match-là, dès qu'on avait la possession, dès qu'on faisait les choses proprement, dès qu'on restait dans le cadre, on les mettait en difficulté, sauf qu'on en est trop sorti et on s'est mis trop de fois sous pression de par nos maladresses et notre déchet technique. Bon, Julien Testet, maintenant il faut préparer les raquettes de padel, parce que l'année prochaine au Stade Français il y a Christophe Moni qui est un sacré joueur, et il y a Johan Huget de la team Sud Radio qui va t'inviter à aller faire des parties de padel. Il fait ça tous les jours. Joue énormément aussi. Ah ouais, je savais pas. Je vois que souvent Johan en effet joue beaucoup au padel, mais il est toujours affûté, donc moi j'ai pas évolué aussi bien que lui au niveau physique. Ah oui, ouais. Ça c'est le sud-ouest, c'est pour ça. C'était dans une belle région. C'est la vie parisienne, Julien. Tu vas voir. Tu vas voir toi aussi, tu vas être affûté à Paris. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Bien sûr, je te laisse la main, Alexandre, parce que la soirée continue. Et oui, effectivement, on vous invite sur Sud Radio 0826 300 300. C'est la radio libre rugby. Venez parler de rugby avec nous. Tous les sujets peuvent être évoqués. On va parler du top 14, évidemment, de la Pro D2, mais de tous les sujets. Vous êtes le bienvenu sur Sud Radio dans la radio libre rugby 0826 300 300.